L'historien et les mémoires, c'est la première question qui est traitée dans le programme d'histoire, qui peut être traitée avec la Seconde Guerre mondiale ou avec la guerre d'Algérie. Donc on peut très bien avoir cette question à l'examen, liberté étant laissée à l'élève de traiter ce qu'il a vu en cours, soit la Seconde Guerre mondiale, soit la guerre d'Algérie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Alors il faut bien interroger les termes du sujet. Il s'agit bien de parler de l'historien. À ce titre, c'est un sujet d'historiographie, c'est-à-dire d'histoire de l'histoire, et donc mentionner, expliquer l'évolution de la recherche historique sur cette question. Et il faut aussi interroger le terme de mémoire qui ici est présenté au pluriel. Il y a plusieurs mémoires, plusieurs appropriations de ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que nous nous proposons d'expliquer dans un plan qui sera un plan chronologique en 3 parties. On opte donc pour un plan chronologique qui permet de dégager les 3 grandes périodes qui montrent l'évolution des mémoires par rapport à cet événement qu'est la Seconde Guerre mondiale. Dans un premier temps, on va expliquer ce qu'est le résistentialisme et expliquer cette espèce d'amnésie finalement collective qui touche l'opinion française par rapport aux événements qui se sont déroulés pendant la guerre. Dans un deuxième temps, on est dans les années 1970, c'est l'ouverture des archives, et là l'historien intervient pour établir une certaine vérité historique et transforme donc la mémoire. Enfin, on verra dans une troisième partie qu'il y a une appropriation des mémoires de la guerre par la classe politique à l'heure actuelle, des lois, des procès, et ça nous amène aujourd'hui à la période actuelle avec une façon de considérer les événements de la Seconde Guerre mondiale radicalement différente de ce qu'elle était dans les années qui ont suivi la guerre. Pour traiter cette question, il faut sans doute remonter à la libération de la France 1944-1945 et à l'action du général de Gaulle qui est un personnage essentiel pour expliquer cette première partie. Alors, de Gaulle restaure l'égalité républicaine, renie l'héritage du régime de Vichy et accompagne ce qu'on a appelé l'épuration, c'est-à-dire la punition des gens qui s'étaient rendus coupables de collaboration entre 1940 et 1944. Mais on sait que cette épuration est incomplète et surtout que les gens qui ont été condamnés vont pouvoir bénéficier très vite, dans les années 1950, de lois d'amnistie. Alors, tout ça nous amène à ce qu'on appelle le résistentialisme, c'est-à-dire cette volonté du général de Gaulle de jeter un voile pudique sur le régime de Vichy, de faire quasiment comme si le régime de Vichy n'avait pas existé, et d'identifier la France tout entière à la résistance. Il faut bien expliquer ce terme. Donc on va vivre pendant plusieurs années avec cette idée que la France a résisté tout entière, qu'elle s'incarne dans la République, dans le général de Gaulle, et que finalement le régime de Vichy est quelque chose qu'il faut mieux oublier. Pour chacune des 3 parties, nous avons un livre de référence. Le livre de référence pour la première partie, c'est l'histoire de Vichy de Robert Harron, qui paraît en 1954 et qui développe la fameuse thèse du glaive et du bouclier. Le général de Gaulle aurait été le glaive, l'épée, la résistance, et le maréchal Pétain, le bouclier, le brave vieillard qui aurait protégé la France pendant que de Gaulle continuait la guerre aux côtés des Alliés. Alors, il n'y a pas que la mémoire gaulliste qui est en jeu dans cette période, il faut aussi mentionner la mémoire communistes, puisque les communistes sont entrés en 1941 massivement dans la résistance, et jouent sur cette réputation de résistants après la guerre pour asseoir leur légitimité. Le Parti communiste se dit le parti des 75 000 fusillés, et donc on a 2 héritages qui sont un petit peu différents de la résistance dans cette première période. Par contre, ceux qu'on appelle les réprouvés, les déportés, les juifs, les prisonniers de guerre, ne prennent pas la parole dans cette période et donc on n'évoque pas les souffrances dont ils ont été les victimes. Alors, la rupture fondamentale se situe au début des années 1970
quand on examine de plus près ce qui s'est passé. Un film très important, le film de Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié, qui sort en 1971. Il est utile de préciser les conditions dans lesquelles ce film est sorti, dans une seule salle à Paris, interdit à la télévision pendant très longtemps, parce que ce film montrait que la France de la Seconde Guerre mondiale a été une France résistante, mais que ça a été aussi une France collaboratrice et une France attentiste, qui n'a ni résisté ni collaboré, mais attendu que ça passe. Alors, l'ouvrage central est celui de l'Américain Robert Paxton, qui, en 1973, publie La France de Vichy grâce à la consultation des archives allemandes. Et cette fois-ci, on a affaire aux documents officiels, donc on a affaire à la vérité, et le livre de Paxton démonte complètement la thèse de Robert Harron en montrant que le gouvernement de Vichy a été un gouvernement collaborateur qui a souhaité la collaboration et qui n'a aucunement protégé la France des appétits de l'Allemagne nazie. C'est aussi à cette période qu'on assiste à un réveil de la mémoire juive qui est favorisé aussi par la naissance du négationnisme, c'est-à-dire d'anciens acteurs de l'époque qui prétendent que le génocide des Juifs n'a pas eu lieu. Et on va s'intéresser à cet aspect des choses et notamment expliquer la spécificité de la Shoah, qui est évidemment un crime exceptionnel parmi tous les crimes qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un troisième temps, une fois qu'une certaine vérité historique a été établie, on assiste à une appropriation de la mémoire par le monde politique. Alors, c'est d'abord le temps des procès, puisque au nom de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, on peut juger, longtemps après les faits, les auteurs de crimes qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le procès de Klaus Barbie à Lyon en 1987, c'est le procès de Paul Touvier, chef de la milice, et un peu plus tard, le procès de Maurice Papon, qui était secrétaire général de la préfecture de la Gironde. Alors, les dirigeants politiques se saisissent de cette question. On peut opposer François Mitterrand, par exemple, dont on révèle à cette époque le passé un peu trouble, puisque François Mitterrand était proche notamment de René Bousquet, la préfecture de police de Paris, et lui opposer Jacques Chirac, qui en 1995 prononce ce discours extrêmement fameux, qui peut du reste faire l'objet d'une étude d'un document, où il reconnaît la responsabilité de la France dans les crimes qui ont été commis par le régime de Vichy. Un livre par période. Pour cette dernière période, pourquoi ne pas mentionner le livre de l'historien Henri Rousseau, Le syndrome de Vichy, qui explique bien, d'une part, cette culpabilité que nous avons aujourd'hui par rapport aux événements de 1940-1944, et qui montre aussi comment on a du mal à se débarrasser de cette culpabilité et avoir finalement une attitude peut-être raisonnée par rapport à cette période. Enfin, et cela nous amène à la conclusion du devoir, la concurrence mémorielle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand tous les groupes qui ont été acteurs ou victimes de cette période ou d'autres périodes se disputent finalement les faveurs de la loi. En 1990, la loi Guessot est votée, qui punit la négation de la Shoah, des crimes qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale. D'autres acteurs, après, peuvent émerger à leur tour. On sort un peu du sujet. On peut penser aux descendants d'esclaves, on peut penser aux Arméniens aujourd'hui, qui eux aussi, au nom de ce devoir de mémoire, demandent une reconnaissance des crimes dont ils ont été les victimes. En conclusion, pourquoi ne pas revenir sur cette opposition qui guide en fait cette leçon, l'opposition entre mémoire et histoire? On voit bien dans toute la composition que les deux choses s'interpénètrent et s'opposent aussi. L'histoire, c'est la science, c'est le rétablissement de la vérité des faits. La mémoire est très affective et on voit aujourd'hui réapparaître quelque chose d'affectif dans la revendication des mémoires. On pourrait terminer par une petite formule en disant qu'aujourd'hui, où nous sommes soumis à ce devoir de mémoire et où on demande aux historiens leurs témoignages pour notamment punir les derniers coupables des crimes qui ont été commis, eh bien on a un peu le sentiment que l'historien est amené à se transformer en juge et que le juge, qui finalement dit la vérité historique, est amené à se transformer en historien.